Hello everyone, c'est moi pour la vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, vous allez voir qu'on ne va pas juste taper dans du lourd, on va taper dans quelque chose que je n'avais même pas vu venir, mais alors absolument pas vu venir. C'est un sujet qui aujourd'hui tourne partout, qui est devenu viral ici aux États-Unis sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Et j'y suis littéralement tombée dessus par hasard. Parce qu'au départ, c'était vraiment pas censé me concerner, vu qu'avant de commencer, il faut quand même que vous sachiez que moi, personnellement, je fais partie de ces gens qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. J'ai toujours eu, depuis l'âge adulte, le sommeil le plus plat, le plus non événementiel de la planète. Et voilà que récemment, j'ai découvert que par contre, des milliers de gens rêvent d'un même endroit que personnellement je n'ai jamais vu, ni en vrai, ni en rêve, ni en peinture, ni en nature, et eux, ils le rêvent tous. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose, il y a un truc qui mérite qu'on s'y plonge vraiment, un truc qui mérite une enquête à la Mazikine. Parce que quand même, quoi. Vous savez, il y a des lieux, je suis d'accord, dont on garde la mémoire sans même y penser, parce que forcément, ils sont ancrés dans une biographie simple. La maison de l'enfance, le trajet jusqu'au collège, la petite supérette mal éclairée où l'on allait acheter des bonbons après l'école en fin de journée, voilà. Ce sont des décors banals, parfois laids, personnellement dans mon enfance ils étaient laids, rarement extraordinaires, mais ils appartiennent à cette couche de réalité que personne ne remet en question parce qu'elle se vérifie à chaque ouverture de porte, à chaque tournant de rue, à chaque conversation avec des proches ou des amis. Et puis, il y a apparemment autre chose, des lieux qui n'apparaissent que lorsque l'on dort, mais qui reviennent avec une insistance qui n'a plus rien à voir avec le rêve isolé. Des lieux dont on se souvient au réveil avec un niveau de détail et de réalisme qui ne colle pas avec un simple scénario nocturne. Des lieux qui donnent cette impression très particulière de ne pas avoir été inventés, mais bien au contraire d'avoir été retrouvés. Alors je le répète, moi je n'ai jamais mis les pieds, je n'ai jamais fait ce genre de rêve saisissant. Enfin, hormis peut-être quand j'étais petite, où c'est vrai que je rêvais d'une forêt que je connaissais comme ma poche en rêve. Et en fait dans cette forêt, je suivais une espèce de lutin qui m'accompagnait et qui m'appelait. À cette époque, je faisais d'ailleurs du somnambulisme, parce que comme je suivais le lutin dans mes rêves, on me retrouvait dans des endroits incongrus de la maison. Bref. Mais par contre, à l'âge adulte, je n'ai jamais eu de souvenir de mall infini, de couloirs de centre commercial qui se transforment en hôpital ou de parking souterrain sans sortie logique. Je n'ai jamais reconnu dans mes propres rêves un endroit que d'autres personnes, que des inconnus, décrivent comme s'ils y avaient passé littéralement une partie de leur vie. Et pourtant, apparemment, pendant que moi je dors confortablement ailleurs, il y a des milliers de gens qui disent retourner régulièrement dans ce qu'ils appellent Mall World. Un mall, ici, c'est une place où vous retrouvez des centres commerciaux, des petits magasins, des hôpitaux, des cliniques vétérinaires, etc., etc. Ils expliquent qu'ils s'y orientent comme dans une ville qu'ils auraient déjà arpentée, qu'ils savent où bifurquer, quel couloir mène à une zone plus lumineuse, où se trouve leur escalator, à quel endroit derrière une porte de service le décor bascule sans prévenir. Attention, ils ne décrivent pas une impression, un symbole, un rêve flou. Ils décrivent un endroit. Et quand je vous dis ils décrivent un endroit, avec ses règles, ses habitudes, ses zones familières, ses zones interdites. Et ce qui trouble réellement, ce n'est pas qu'une seule personne isolée raconte ça, pas du tout. C'est que lorsqu'ils commencent à se parler entre eux, que ce soit sur les réseaux sociaux, via certains groupes comme Reddit, les autres plateformes sociales, ils se reconnaissent. Ils reconnaissent les mêmes structures, les mêmes points de repère, les mêmes transitions absurdes entre un centre commercial, un environnement médical, un parc d'attractions intérieur, une route côtière qui revient toujours à son point de départ. Vous allez voir, c'est dingue. Alors, je sais, il y en a certains qui peuvent toujours dire que c'est normal. Nous vivons dans une civilisation saturée de malls, d'hôpitaux, de parkings et de zones de loisirs. Et notre imaginaire recycle ce qu'il a sous la main. Voilà, ça, c'est l'explication confortable. Celle qui rassure, celle qui permet de refermer l'onglet et d'apaiser son cerveau qui déstabilise lorsqu'il se met à réfléchir pour certains. Mais quand des inconnus, vivant dans des pays différents, à des âges différents, racontent un espace
qui pourraient être cartographiées avec des zones qui se correspondent d'un rêveur à l'autre, la question change clairement. On ne se demande plus pourquoi rêve-t-il d'un centre commercial, on se demande depuis quand un lieu strictement mental se comporte comme un plan architectural partagé. Vous allez voir les amis, aujourd'hui on ne va pas simplement parler d'un rêve bizarre que quelques TikTokers auraient romantisé pour faire des vues, pour faire le buzz. Que nenni, on va suivre la piste jusqu'au bout. Les cartes, les zones récurrentes, les programmes éducatifs étranges des années 80 et 90, les expériences actuelles de rêves synchronisés par interface neuronale et cette hypothèse qui dérange tout le monde. Et si Small World n'était pas un décor inventé par un cerveau, mais au contraire un environnement déjà existant auquel certains d'entre nous se connectent sans le savoir. Alors les amis, installez-vous confortablement. Thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go, et c'est maintenant. Ce qui frappe lorsque l'on commence à plonger sérieusement dans les témoignages autour de Small World, ce n'est pas l'originalité de chaque récit. Bien au contraire, ce qui frappe, c'est leur alignement. Pas sur tout, pas sur chaque détail, mais sur une ossature commune qui revient obstinément. Dès que quelqu'un ose publier un plan, même brouillon, même griffonné à la va-vite, il se retrouve confronté à une avalanche de commentaires qui disent en substance « Attends, mais cette zone-là que tu viens de dessiner, je la connais même très bien. » À partir de là, quelque chose se met clairement en place. On n'est plus dans le rêve anecdotique raconté au petit déjeuner, là, plus du tout. On commence à toucher du doigt, vous allez le voir, une géographie. On retrouve d'abord ce que beaucoup décrivent comme l'axe central, une galerie interminable, éclairée par une lumière artificielle qui n'imite même plus vraiment le soleil. Les vitrines sont parfois vides, parfois remplies d'objets dont l'esthétique semble coincée dans un mélange d'années 90 et de début 2000. Comme si le lieu était resté figé dans un moment indéfini de la modernité. Tout fonctionne, tout est propre, mais rien ne donne l'impression d'être réellement utilisé. Il y a des enseignes sans clients, des escalators qui tournent sans personne, des plantes d'intérieur qui ne fanent jamais. À partir de cet axe, le décor se fissure. On parle d'une aile médicale qui revient constamment, un couloir trop blanc, trop silencieux, où la lumière des néons semble légèrement bleutée, avec des salles d'examen parfaitement rangées, mais dépourvues de toute présence humaine. C'est un hôpital qui n'a clairement jamais reçu de patient. Tout est là, mais rien n'a vraiment servi. L'espace donne l'impression d'être prêt, comme en attente d'une activation qui ne vient par contre absolument jamais vu que ces rêves sont récurrents. Plus loin encore, certains décrivent un parc d'attractions intérieures, parfois aquatiques, avec des toboggans, des bassins, des structures colorées qui semblent sorties d'un catalogue de loisirs. Sauf que l'eau ne bouge pas. La surface est lisse, figée, presque trop brillante. Les couleurs, elles aussi, semblent exagérées, comme si quelqu'un avait augmenté la saturation au-delà du naturel. On est dans une imitation de fun, un décor de loisirs sans le moindre signe de vie. Personnellement, si je faisais ces rêves, je serais en tachycardie au moment du réveil. D'autres encore évoquent des parkings souterrains, excessivement bien rangés, plongés dans une pénombre grise, où toutes les voitures semblent alignées au millimètre, toutes orientées dans le même sens, toutes impeccables. Il n'y a pas de traces de poussière, pas de traces de pneus, pas de fumée, pas de bruit. C'est un parking qui remplit les critères visuels d'un parking, mais qui n'a jamais servi à ce pourquoi il est censé exister. Le genre angoissant, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, là on est au top du niveau, quoi. Et à la périphérie de tout ça reviennent les mêmes motifs. Des routes qui longent une mer ou un vide obscur, des échangeurs autoroutiers qui s'enroulent sur eux-mêmes, des structures qui semblent faites pour connecter des zones sans jamais mener ailleurs que là
d'où l'on vient. Les rêveurs qui s'y retrouvent régulièrement disent qu'ils ne découvrent pas Mall World, ils le retrouvent. Ils savent, je vous le disais, où se trouvent les transitions, où une galerie marchande bascule soudain dans un environnement hospitalier, où un couloir de service débouche sur des escaliers aux proportions absurdes. Certains affirment carrément anticiper le virage d'un couloir ou la présence d'une porte avant de l'apercevoir, comme si leur mémoire avait déjà enregistré le lieu. Et lorsque l'on commence à superposer ces récits, à prendre au sérieux les plans que les uns et les autres publient, une impression dérangeante apparaît. Mall World ne se comporte pas comme un rêve instable, mais comme un environnement semi-fixe, avec sa structure, ses nœuds, ses zones de transition. Un endroit qu'on pourrait presque modéliser comme on modélise une map de jeu vidéo, une architecture virtuelle ou un décor de simulation. Un lieu, vous l'avez compris, qui ne devrait pas exister parce qu'un décor mental individuel ne se laisse pas cartographier de cette manière. Vous avez vu les images, c'est bluffant, mais qui manifestement revient avec assez de cohérence pour qu'une génération entière ait l'impression d'y avoir déjà marché. Vous allez voir, je vais vous mettre plein de vidéos récupérées sur TikTok. C'est hallucinant parce que les mecs, ils font des plans. Enfin, moi, personnellement, ce truc m'a... Wow! À force de lire les témoignages de Mall World, on finit par tomber toujours sur la même anomalie qui n'a rien à voir en plus avec l'architecture du lieu, ni avec les escaliers sans fin, ni avec les parkings figés. Ce qui déstabilise vraiment, c'est ce que certains racontent avant Mall World, avant les rêves récurrents, avant qu'ils ne puissent mettre un nom sur ce décor impossible. Vous allez comprendre. Ils parlent de salles blanches, de classes séparées, de tests un peu spéciaux à l'école dans les années 80 et 90. Ils évoquent des séances où on les isolait du reste de leur classe pour leur faire passer des évaluations cognitives qui n'avaient absolument rien à voir avec un contrôle de maths ou un bilan de lecture. Ah oui. Je pense que certains ont déjà compris où je voulais en venir. Casque audio, bible répétée, voix qui passe d'une oreille à l'autre, formes géométriques à mémoriser, séquences de sons, de lumière, de chiffres et de symboles qu'on leur demandait d'absorber sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Ni à eux, ni aux profs de l'époque, ni à leurs parents. Sur le papier, ça ressemble à ces programmes pour enfants à haut potentiel, ces classes GATE ou assimilées qui fleurissaient à l'époque, enrobées de jargon pédagogique flatteur. Dans les faits, ce que décrivent beaucoup de ces anciens élèves ressemble bien plus à une batterie de stimuli qu'à un suivi scolaire classique. Ils n'avaient pas l'impression qu'on mesurait quelque chose, ils avaient l'impression qu'on installait quelque chose en eux. J'avais déjà parlé de ce type de programme dans une de mes vidéos, il faut que j'essaie de la retrouver et je vous la mettrai en lien en barre de description de celle-ci parce que oui, dans les années 80-90, il existait ce genre de section. Et quand on met ces morceaux bout à bout, le puzzle devient dérangeant. Comprenez, des enfants qui ont été exposés à ces séances étranges à la fin du XXe siècle sont exactement les adultes que l'on branche aujourd'hui à des interfaces neuronales pour étudier les rêves, partager des environnements mentaux en laboratoire et synchroniser les expériences oniriques sous couvert de recherche. Je vous en ai parlé aussi. Pareil, je vous mets la vidéo en barre de description. Ce sont les mêmes générations, les mêmes dates de naissance, les mêmes cohortes. Je vous explique. Ces enfants des années 80-90 qui recevaient à l'école des stimuli dont plus personne ne parle aujourd'hui sont précisément les trentenaires et quarantenaires qu'on invite maintenant à tester des casques, des BCI, des dispositifs d'imaginerie en leur expliquant qu'on explore la conscience, la mémoire, l'inconscient. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée, le programme n'a jamais vraiment pris fin, les amis. Il a simplement changé de nom, d'infrastructure et de discours. En tout cas, c'est ce que moi j'en déduis. Dans les documents déclassifiés, on t'explique très officiellement qu'un MK Ultra s'est arrêté en 1973. Fin de l'histoire, il n'y a rien à voir, circuler. Mais dans la réalité, les personnes qui rêvent de Mall World sont nées pour la plupart 15 à 20 ans plus tard. Elles n'ont jamais mis les pieds dans un laboratoire de la CIA, que ce soit bien clair. Elles n'ont jamais signé de consentement. Elles ont juste grandi dans des écoles où certains enfants étaient sélectionnés
pour des modules spéciaux où l'on testait des choses qu'on ne comprenait pas parce que c'était présenté comme un privilège, une chance, un signe d'intelligence pour élèves surdoués. Et là, la phrase que personne n'ose formuler devient impossible à contourner. Donc, officiellement, MK Ultra s'arrête en 73 et les rêveurs de Mole World naissent dans les années 80-90. Faites le calcul. À partir de là, Mole World cesse d'être un simple décor étrange. Il commence plutôt à ressembler à autre chose. Un environnement mental déjà prêt, une map commune, un lieu par défaut vers lequel ces cerveaux formatés sont redirigés quand les filtres habituels sont désactivés. Ce n'est plus un rêve qui ressemble à un grand centre commercial, c'est un centre commercial qui se comporte comme un environnement de test. Rien n'y est vraiment vivant, tout y est fonctionnel, calibré, modulaire, interchangeable. Les couloirs, les ailes médicales, les parcs intérieurs, les routes suspendues, tout à l'allure d'un espace conçu pour observer des réactions, absolument pas pour accueillir une vie normale. Et du coup, moi, je me suis immédiatement posé la question, et si ces générations entières ont la sensation de connaître Mole World, ce n'est peut-être pas parce que leur esprit l'ont inventé, mais bien au contraire, parce qu'on leur a montré ce plan très tôt, suffisamment tôt pour qu'ils s'incrustent dans des couches profondes de leur mémoire. Ces couches qu'on n'interroge jamais parce qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Alors oui, vous pouvez appeler ça hasard, symbole, archétype moderne, inconscient collectif, délire collectif, mais il y a une autre lecture, beaucoup plus brutale, qui s'impose avec la même logique, et moi c'est ça que j'ai décidé d'explorer. Et si tout ça n'était pas un rêve, mais bien au contraire, un environnement de test qui tourne encore en fond. Il me semble que cette lecture est on ne peut plus légitime quand en plus on connecte les points entre ces générations, le MK Ultra, etc. etc. Si l'on s'arrêtait là, Mole World serait déjà suffisamment perturbant en vérité. Un environnement mental commun, une impression de répétition générale pour quelque chose qui n'a jamais été officiellement annoncé. Une map partagée par des gens qui n'ont en commun que leur génération et quelques souvenirs d'école trop modernisés pour l'époque. Mais pendant que ces adultes racontent leurs rêves en ligne, autre chose se joue en parallèle, au grand jour cette fois, sous le vernis rassurant de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Parce que oui, les enfants cobayes des années 80-90 sont devenus les volontaires parfaits des années 2020-2030. On ne les appelle plus sujets, on les appelle maintenant participants. On ne leur parle plus de tests sensoriels, on leur parle de neuroimagerie, de décodage des rêves, de conscience augmentée. On les installe dans des machines, on plaque sur leur tête des réseaux d'électrodes, on les glisse dans des IRM fonctionnels, on relie leurs signaux cérébraux à des intelligences artificielles entraînées à reconstituer des images mentales. On synchronise leurs phases de sommeil paradoxal, on compare les patterns, on ajuste les stimuli. Officiellement, on cherche à comprendre comment le cerveau fabrique des rêves. Ça aussi, vidéo, un lien en barre de description. En pratique, on est en train de faire exactement ce que Mole World suggère déjà. Dites-moi si je me trompe. Créer des environnements mentaux communs, des espaces générés à partir de l'activité de plusieurs cerveaux dans lesquels on peut faire cohabiter plusieurs consciences en même temps sous contrôle, bien évidemment. Dans les papiers publiés, on évite les mots qui fâchent. On parle de co-expérience onirique, de représentation partagée, de corrélation spatiale dans l'imagerie mentale. Mais si tu enlèves la couche de vernis, ce que ces équipes font n'est ni plus ni moins ce que décrivent certains rêveurs de Mole World. 2, 3, parfois plus de personnes se retrouvent dans un même décor mental que l'on peut faire évoluer, mesurer, enregistrer. L'intelligence artificielle dans cette histoire n'est pas un gadget. C'est clairement la clé. C'est elle qui apprend à lire, puis à reconstruire, puis à améliorer les images provenant de ses cerveaux synchronisés. C'est elle qui finit par produire des visuels tellement précis que les rêveurs eux-mêmes reconnaissent des détails qu'ils n'avaient jamais réussi à formuler. Autrement dit, on a maintenant
une boucle complète. Une génération qui a été conditionnée très tôt à accueillir des environnements mentaux artificiels. Des technologies capables de décoder ces environnements et de les reconstruire. Et enfin, des intelligences artificielles capables de les stabiliser, de les densifier, de les rendre plus réels que ce que la simple mémoire permettrait. Et au milieu de cette boucle, on retrouve quoi? Un lieu artificiel, modulaire, vide d'humanité, mais parfaitement structuré. Un lieu qui se comporte exactement comme un niveau de test, comme un endroit où l'on calibre les réactions avant de lancer la vraie expérience Mole World. Il y a quelque chose d'absolument désarmant dans l'histoire de Mole World. Non pas sa dimension labyrinthique, ni même sa récurrence chez des gens qui n'ont absolument aucune raison de partager quoi que ce soit, mais le fait qu'il ressemble moins à un décor de rêve qu'à un espace conçu, un lieu pensé, structuré, répété. Je le répète moi aussi parce que quand même c'est flagrant. Lorsque l'on examine les témoignages les plus détaillés, ceux décrivant les zones interdites, les escaliers sans destination, les couloirs où la perspective semble s'effondrer, on ne retrouve pas la fluidité chaotique typique des rêves. Au contraire, tout paraît fixe, méthodique, comme si quelqu'un avait délibérément défini la largeur des couloirs, la hauteur des plafonds, l'emplacement des enseignes, la position des sorties d'urgence. Comme si Mole World n'était pas un récit spontané du cerveau, mais bel et bien un niveau. Alors bien sûr, la tentation est immense de ramener ça à un programme des années 90 comme je l'ai fait. Une expérience, un protocole, une exposition précoce à des images formatées, peu importe. Mais en vérité, plus les témoignages s'accumulent, plus on se dit que ça peut être une hypothèse, mais qu'il y en a une autre qui commence à s'imposer. Une hypothèse peut-être encore plus dérangeante, mais tout aussi cohérente. Mole World n'appartient pas à ces rêveurs. Ils n'y font que passer. Car lorsqu'un lieu revient dans les rêves de milliers de personnes, lorsque sa géographie reste inchangée, lorsque l'intelligence artificielle parvient à reconstruire les mêmes motifs chez des individus qui ne se sont jamais parlé, lorsqu'un espace imaginaire se comporte comme un lieu réel, la question ne devient plus pourquoi rêve-t-il de ce lieu, mais pourquoi ce lieu existe-t-il tout court, autour de nous et à travers le monde. Et c'est là qu'une seconde théorie prend un tournant que seule la vidéo du dimanche peut se permettre d'explorer. Et si Mole World n'était pas un rêve, mais bel et bien un dossier corrompu, un pli dans le décor, une texture mal chargée, un environnement par défaut. Comme si notre réalité, celle que nous vivons, celle que nous touchons, celle qui nous semble stable, reposait sur une architecture qui parfois laisse apparaître ces échafaudages. Comme si, vous l'avez compris, Mole World n'était rien d'autre qu'un vieux couloir technique du système. Pas destiné aux humains, mais accessible par erreur, lorsque nos sens se défont et que nos frontières se relâchent durant le sommeil. Et dans le langage de ceux qui conçoivent des environnements simulés, ce type d'endroit porte déjà un nom, une debug room, une pièce cachée, fonctionnelle, mais jamais finalisée, que l'utilisateur n'est normalement même pas censé voir. Vous remarquerez que les rêveurs décrivent souvent la même sensation lorsqu'ils marchent dans Mole World, une impression de se trouver dans les coulisses de quelque chose, comme s'ils avaient accédé à un espace en attente d'être rendu public. Un espace de stockage, un calque en attente d'être réutilisé. Ce n'est clairement pas le contenu d'un rêve, c'est plutôt le squelette d'une réalité. Et si, les amis, nous étions dans une simulation, Mole World serait exactement ce que l'on y retrouverait. Un hub, un module partagé, un espace générique généré en série, un environnement de test utilisé par une entité supérieure pour calibrer la perception, la géométrie, l'espace. Un lieu que nous n'étions pas censés voir, une zone sans texture définitive, une sorte de brouillon permanent. Clairement un debug room, comme disent les développeurs. Un endroit où tout est fonctionnel, mais rien n'est fini. Et cette idée, aussi folle qu'elle paraisse, expliquerait soudain pourquoi tant de gens le reconnaissent, même sans l'avoir jamais vu. Pourquoi tous retrouvent les mêmes escaliers, les mêmes zones, les mêmes routes suspendues. Pourquoi les angles y semblent parfois faux, pourquoi la lumière ne projette aucune ombre, pourquoi certaines portes n'ouvrent sur rien.
Parce que la vérité, c'est qu'un décor simulé n'a jamais besoin d'être complet. Juste suffisant, juste opérationnel, juste assez crédible pour tromper celui qui ne doit jamais s'approcher de trop près. Et si Mole World n'était pas une anomalie, mais à ce moment-là, un message. La question est légitime. Une espèce de rappel discret, mais obstiné, que ce que nous percevons comme un monde solide n'est peut-être finalement qu'une interface. Que la mémoire collective pourrait enregistrer des détails qu'elle ne devrait peut-être pas réellement voir. Que nos rêves, parfois, passent à travers les coutures. Et c'est peut-être ça, la véritable question de Mole World. Pas « qu'est-ce que ce lieu, qu'est-ce que ce délire ?» mais plutôt « pourquoi avons-nous été autorisés à le voir ? Pourquoi ces gens, d'un coup, peuvent-ils le voir ? Et surtout, qu'est-ce qui d'habitude empêche les autres de le voir ? Il y a des sujets que l'on referme comme on referme un livre. Mais Mole World, les amis, n'en fait clairement pas partie. Parce qu'à mesure que l'on avance, on réalise que ce phénomène n'a rien à voir avec un rêve collectif, ni avec une simple anomalie neurologique, ni même avec les résidus d'un programme oublié des années 90 au final. Parce que c'est quand même très étrange. Ce qui dérange, ce n'est pas que des milliers de personnes se souviennent d'un lieu qui ne devrait pas exister, encore que. Mais ce qui dérange, c'est que ce lieu semble nous attendre. Et j'espère avoir pu vous mettre tous les visuels parce que c'est choquant. Comme si Mole World n'était pas une création de nos esprits, mais plutôt un espace dans lequel nos esprits sont autorisés à entrer uniquement lorsque la vigilance faiblit, lorsque la conscience se détache de son rôle de sentinelle, lorsque le monde extérieur cesse de tenir ses murs. Et je trouve cette histoire hyper disturbante. Un endroit qui n'appartient ni à la mémoire, ni à l'inconscient, ni au symbolique. Un endroit qui se comporte comme quelque chose de réel. Comme, en gros, une structure en veille. Peut-être que ce lieu est simplement, je le répète, une interface, un étage technique, un couloir d'accès qui n'a jamais été destiné aux utilisateurs, genre une zone grisée sur la carte, un dossier système qui normalement reste masqué. Preuve encore qu'on est au temps des révélations et que tout se fissure. Vous allez me dire, mais alors pourquoi certains y accèdent-ils ? Pourquoi eux et pas vous et pas d'autres ? Pourquoi maintenant et pas il y a 20 ans ? Et surtout, qu'est-ce que Mole World tente de montrer à ceux qui s'y trouvent ? Pourquoi ? Quel serait le but ? Car sachez quand même que dans les récits qui circulent, les plus détaillés, les plus troublants, une phrase revient souvent. Je savais que je n'étais pas seule. Non pas qu'il y ait quelqu'un, mais qu'il y avait quelque chose, un sentiment diffus, presque magnétique, comme si l'architecture elle-même possédait une présence, une intention, une forme d'observation silencieuse. Comme si Mole World n'était pas un décor, mais un regard. Et c'est peut-être là, dans ce frisson imperceptible, que se cache justement la vraie question. Si Mole World existe, si ce lieu revient, si ce plan se répète, si ces milliers de rêveurs marchent dans les mêmes couloirs, alors il va falloir peut-être accepter une possibilité vertigineuse. Ce que nous appelons, les amis, le réel, n'est peut-être finalement qu'une couche parmi d'autres. Et parfois, par fatigue, par accident, par erreur de chargement, il nous arrive de glisser sous la peinture, d'accéder aux coulisses, là où se trouvent les charpentes, les câbles, la salle de machine, là où tout s'assemble, là où tout se décide, là où tout se répète. Vous avez compris ? C'est peut-être la preuve que nous vivons dans une simulation. Alors ce soir, les amis, lorsque vous fermerez les yeux, souvenez-vous d'une chose. Si vous marchez dans un centre commercial que vous n'avez jamais visité, si vous apercevez un escalier sans destination, si une enseigne familière vous semble soudain anormale, ne cherchez pas l'entrée, vous y êtes peut-être déjà. C'est pas un sujet de fou, ça ? Écoutez, j'espère qu'il vous aura autant plu qu'à moi. Il est d'actualité, je pouvais pas ne pas le faire. J'ai d'ailleurs hâte de lire vos commentaires en dessous cette vidéo. Avant de vous laisser, petite info amusante, je viens d'être tirée au sort pour être jury dans un procès ici à Las Vegas. Bon, j'ai un plan pour tenter de me faire récuser. Je vais essayer de la jouer un petit peu blonde et cervelée lors de la première comparution là, pour la sélection finale devant les avocats, les juges, etc. En fait, j'ai pensé me lever quand ils allaient me demander mon nom et prénom et crier « guilty !» genre « coupable !» Comme ça, ils vont se dire « oula, elle a rien compris ». J'ai l'espoir que ça marche,
Mais si ce n'est pas le cas, je vais être contrainte de décider du destin d'un inconnu avec 12 autres personnes qui n'avaient rien demandé non plus pendant une durée indéterminée. Alors, du coup, je préfère prévoir. Je suis pas certaine de pouvoir faire des vidéos aussi longues que d'habitude si je suis retenue dans le jury. Je serai au rendez-vous, quoi qu'il en soit, même si je ne dois pas dormir, ça vous le savez aussi. Mais bon, en plus, de toute façon, si je dois pas dormir, c'est pas bien grave, puisque je viens de me rendre compte que mes rêves, ils servent à rien. Que je rêve pas, que mon sommeil sert à rien. Donc bon, en gros, c'est pas un big deal non plus. Mais plaisanterie mise à part, si jamais je suis un peu moins présente dans les jours qui viennent, ce n'est pas Mall World qui m'a récupéré dans un couloir sans issue, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je me la joue Perry Mason. En attendant, justement, si vous avez envie de plonger dans une autre forme de mystère, une autre fissure dans la réalité, dans notre réalité tangente, sachez aussi que mon roman Les Fissures du réel est toujours disponible sur Amazon pour ceux qui voudraient prolonger ce genre d'ambiance en version thriller. Je vous laisse le lien, bien évidemment, en barre de description de cette vidéo. Et vraiment, j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui le soutiennent parce que c'est grâce à vous que ce livre mène sa propre petite vie et qui touche de plus en plus de personnes. Donc vraiment, j'en profite pour vous remercier. Et si ça vous permet de patienter jusqu'à ce que ma routine rentre dans l'ordre, ben allez-y, n'hésitez pas. C'est un joli cadeau que vous pouvez vous faire pour Noël. Voilà, donc moi je vous tiendrai au courant de mes péripéties avec le jury. Parce que des fois je me dis que peut-être si je me mets à faire ça, ils vont comprendre que je les prends pour des imbéciles si je me mets à crier guilty. Ils vont m'arrêter. Et à ce moment-là, je pourrais pas venir, non pas parce que je serais jurée, mais parce que je serais accusée. Non, je vous avoue, cette histoire m'agace, mais ainsi va la vie, quoi. Bref, de toute façon, we keep in touch. Vous savez que le meilleur moyen de m'aider à la fin de cette vidéo, c'est de liker, de partager, de commenter, de booster. Apparemment, booster, c'est aléatoire. Des fois, on peut, des fois, on peut pas. Si vous pouvez, n'hésitez pas, ça aide vraiment beaucoup ma vidéo. Les petits nouveaux, pareil, n'hésitez pas à vous abonner parce que sachez que ça ne vous coûte rien, ça ne change pas votre algorithme et ça aide beaucoup les petits créateurs de contenu comme moi qui en plus se font un petit peu bully par la censure. Donc je compte sur vous, hein, ça vous prend 2 secondes. Voilà, cette fois, tout est dit et bien dit. On se retrouve normalement, si tout va bien, jeudi prochain pour nos dossiers du Mystère dit. Et en attendant, profitez bien de votre fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.